Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h48. Bonjour Isabelle de Silva, présidente de l'autorité de la concurrence. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je le disais, vous rapportez de l'argent à l'État, 632 millions d'euros. Et c'est pas fini parce que vous allez vous attaquer aux GAFA. Vous allez nous dire pourquoi. Et que là, ce sont des gros acteurs avec des grosses amendes en perspective. Je rappelle qu'Apple, vous lui avez infligé une amende de plus d'1 milliard d'euros sur la relation qu'elle entretenait avec ses revendeurs. Pourquoi vous visez les GAFA particulièrement désormais ? Alors, nous ne visons pas les GAFA particulièrement. Je crois que s'il y a beaucoup de sanctions aujourd'hui ou de procédures qui concernent les GAFA, comme on dit, c'est surtout parce qu'ils ont pris une place incontournable dans l'économie. En très peu d'années, ils sont devenus des acteurs majeurs. Bien sûr. Alors, ils emploient un certain nombre de personnes, mais ce qui est frappant, c'est la taille des chiffres d'affaires, leur profitabilité aussi. Donc s'il y a aujourd'hui des très grosses sanctions, c'est juste parce que ces acteurs comme Google ou Apple, à l'encontre desquels nous avons pris des décisions récentes, sont devenus des géants économiques en France et dans le monde. Est-ce que vous avez le bon tamis ? Parce qu'on a vu des opérations d'acquisition par les GAFA, je pense par exemple à WhatsApp, où en fait c'était underscope, comme on dit en termes d'audit, mais finalement ça a créé en fait des concentration de milliards d'individus et ça a un peu échappé, pas seulement à vous, mais aux autorités de la concurrence en général. Alors c'est vrai que ça c'est un nouveau sujet. On voit que ces acteurs, ils se développent, mais ils achètent aussi beaucoup d'entreprises. Et on voit aussi aujourd'hui des entreprises qui n'avaient pas de chiffre d'affaires lorsqu'elles ont été rachetées. C'est le cas de WhatsApp qui était un service gratuit et qui a pris une place très très importante dans nos vies et dans l'économie. Mais comment on peut faire autrement ? Parce qu'on ne va pas reprocher effectivement à une entreprise d'acheter une autre entreprise qui fait zéro chiffre d'affaires. Tout à fait. Donc notre point, c'est pas d'interdire ou de faire un moratoire sur les acquisitions, comme certains le demandent d'ailleurs aux États-Unis. C'est déjà d'avoir la capacité d'aller regarder ces opérations de plus près. Aujourd'hui, on contrôle les opérations d'acquisition lorsqu'elles dépassent certains seuils de chiffre d'affaires. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des opérations qui peuvent avoir un effet vraiment stratégique sur le marché, mais qui passent en dessous des radars. Donc ce que nous demandons, c'est déjà d'avoir la capacité d'aller regarder de façon ciblée, sans forcément interdire, mais pour comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que Google ou Facebook ou Amazon veulent racheter telle ou telle entreprise. Et dans les cas où ça ferait basculer le marché et où finalement ça fossiliserait la concurrence, alors oui, je crois qu'il faut se réserver la capacité d'interdire ces opérations. Bon, vous citiez le cas de Facebook, WhatsApp. Désormais, Facebook, WhatsApp, Instagram représentent une communauté d'utilisateurs gigantesque à l'échelle de la planète et ça devient vraiment difficile d'imaginer une concurrence sur certains marchés comme celui des réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas radicalement impossible, mais c'est l'un des sujets qui nous intéresse, c'est s'assurer que la concurrence reste toujours dynamique. Est-ce qu'on peut intervenir à ce moment-là ou c'est trop tard ? Parce que est-ce que vous avez les capacités effectivement de démanteler ce que font parfois l'antitrust américain ? Alors aujourd'hui, dans le droit français européen, c'est très rare et très difficile. Les autorités américaines peuvent le faire et parfois interviennent plusieurs années après l'acquisition. Nous avons proposé de modifier la loi française pour avoir un pouvoir de ce type dans les cas où véritablement la seule solution serait de démanteler ou de défaire l'acquisition qui est intervenue. Donc je crois que nous sommes vraiment un peu à une croisée des chemins. Nous avons des outils qui fonctionnent et le bilan annuel que nous venons de présenter le montre. Mais on voit aussi que l'économie a changé et il faut sans doute compléter la palette d'outils dont nous disposons pour pouvoir intervenir sur ces sujets et ne pas être impuissants. Alors la concurrence, on voit bien que c'est un sujet majeur pour le futur de nos économies. L'Europe s'interroge aussi sur... Mais ils n'ont pas encore changé de philosophie. Pour eux, ce qui prime, c'est le consommateur. Et qu'au fond, on voit bien dans les opérations en cours, c'est d'abord l'intérêt du consommateur. Et que finalement, toute l'idée de souveraineté industrielle européenne, ça passe encore au second plan. Est-ce que vous pensez qu'on va bouger là-dessus ? Alors, je crois qu'on a déjà commencé à bouger. Moi, j'aime toujours rappeler quand on parle des buts de la politique de concurrence, quand on parle le consommateur, c'est pas seulement le consommateur final. Alors, c'est important parce qu'il n'y a pas tant de politiques que ça qui ont pour priorité chacun d'entre nous, mais c'est aussi les entreprises. Souvent, lorsque les autorités de concurrence interviennent, c'est pour protéger des entreprises qui seraient pénalisées en tant que clients ou comme fournisseurs. Donc, il ne faut jamais oublier que lorsqu'on dit protéger les consommateurs, c'est aussi protéger les entreprises du tissu européen. Maintenant, je crois que tout le débat que nous avons connu sur l'affaire Siemens-Alstom a débouché sur des réflexions concrètes. On a vu que la nouvelle commission von der Leyen avait un agenda qui était de remettre à jour un petit peu tous ces outils. Et l'une des conclusions très intéressantes, c'est de dire on a la politique de concurrence, il faut vérifier qu'elle est toujours à jour, mais il faut peut-être
peut-être créer des nouveaux outils qui n'existaient pas, par exemple sur le commerce extérieur, sur des outils anti-dumping dont l'Europe ne disposait pas. Peut-être aussi revoir la politique d'accès au marché public. En Europe, nous avons été très ouverts et je crois que beaucoup de citoyens et d'entreprises en ont bénéficié. Mais aujourd'hui, il faut peut-être réinterroger l'accès à ces marchés publics pour prendre en compte parfois des inégalités de concurrence entre des entreprises qui sont très subventionnées et qui reçoivent des subventions publiques dans leur pays. Et en Europe, on sait que les aides publiques sont très contrôlées, ce qui est tout à fait légitime. Donc voilà, on est vraiment aujourd'hui, je crois que dans les propositions qui sont sur la table, qui ont été faites par Margrethe Vestager et Thierry Breton notamment, on est en train vraiment de réarmer l'Europe. Et je crois que c'est plutôt encourageant pour répondre à ces questions. Mais par exemple, hier à votre place, il y avait le représentant des entreprises digitales et numériques françaises et il réclamait une sorte d'instauration de quotas de marché public au profit des entreprises numériques et digitales européennes. Est-ce que ça c'est acceptable au regard d'une autorité comme la vôtre ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas dans le sens de ce que nous avons fait depuis des années. Moi, je crois que pour répondre à la problématique de la souveraineté, c'est un thème que nous entendons beaucoup aujourd'hui. La protection des marchés publics réservés à des entreprises françaises ou européennes n'est pas forcément la meilleure solution. Bon, on dit souvent que les États-Unis le font, alors dans une certaine mesure et dans les marchés de défense. Il y a le Buy American Act. Voilà, on connaît l'efficacité de certains de ces types d'outils. Oui, mais on connaît, mais on a une forme de pureté, de pureté idéologique, notamment à la Commission, où on dit ça c'est pas bien, mais sauf qu'ils le font, ce sont nos concurrents et ils le font, et donc du coup on a un désavantage comparatif. Alors je crois que la réponse à ça, c'est déjà de se dire que l'ouverture, c'est vrai, actuelle des marchés publics qui est forte en Europe, elle est aussi une stimulation pour les entreprises européennes. Je crois aussi que la prise de conscience que nous avons maintenant... Mais elle est aussi un handicap pour les entreprises européennes. Pour poursuivre dans votre question, on voit aujourd'hui qu'il y a des secteurs, notamment du numérique, où l'Europe risque d'être marginalisée. Alors elle a des acteurs, je pense par exemple au cloud, où on voit qu'il a pris vraiment une importance considérable pour les entreprises et les États. Et la réponse que je fais, c'est que certes, il faut peut-être s'interroger sur les marchés publics et voir si dans certains cas, telle ou telle entreprise européenne peut être favorisée ou pas, mais en restant dans le cadre d'un vrai marché public pour ne pas finalement les laisser se développer sans aucune concurrence. En revanche, là où il y a vraiment un sujet de réflexion, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir vraiment des entreprises qui se développent sur ces secteurs de pointe. Alors, il y a des débats aujourd'hui sur est-ce qu'il faut focaliser finalement sur des nouveaux secteurs en se disant on abandonne certains parce qu'on n'a plus de chance d'y arriver. Mais je trouve qu'un point qu'on oublie parfois quand on compare les États-Unis et l'Europe, c'est la masse d'investissement qui va vers la R&D et les universités en Europe. Aux États-Unis, nous sommes vraiment très très loin d'avoir ce montant d'investissement. Et quand on voit les montants d'investissement colossaux qu'on annonce en Europe, je ne sais pas s'ils seront suivis d'effets, notamment, je pense à l'hydrogène par exemple, ça vous pouvez fermer les yeux ? Là, il y a eu je dirais un grand mouvement d'investissement européen et aussi de nouveaux regards sur les aides publiques. On a connu la période du Covid et donc un regard beaucoup plus favorable compte tenu des circonstances liées à la crise. Vous aussi, votre regard sera plus favorable ? Nous tenons bien sûr compte de cette circonstance et c'est ce que nous allons faire dans les prochains mois, chacun selon nos prérogatives. Je crois que l'idée, c'est que, en tout cas, et là-dessus la Commission européenne est vraiment consciente de cet enjeu, il faut avoir plus en tête ou en priorité la construction d'une Europe forte aussi par ses acteurs. Donc pas seulement par un marché qui fonctionne bien, ça reste la base. Et vous avez un rôle à jouer dedans, vous le savez. Une dernière question, un dossier en cours, Conforama But. Je ne vais pas vous demander où on en est, ni s'il y a des zones de concentration dans certaines villes sur lesquelles vous allez vous prononcer. C'est pour quand la décision ? Alors la décision sera sans doute pour la rentrée. Pour la rentrée. Merci.